Bonjour à tous, on va parler de pizza, ça tombe bien, le déjeuner arrive. Je m'appelle Damien Alexandre, je suis surtout développeur PHP pour Jolly Code. On peut aussi parler d'Elasticsearch et d'emoji. Euh, Moi je vais parler d'encodage donc, c'est un peu technique mais on va reprendre les bases. Comme vous le savez, les ordinateurs parlent en binaire, donc ils parlent en 1 et en 0. Nous on parle en texte et on aimerait bien donc que les ordinateurs puissent parler en texte aussi, c'est plus pratique. Donc il a fallu trouver un moyen de faire comprendre à nos ordinateurs ce qu'était du texte et inversement. Ce moyen, c'est l'encodage. Il va aussi nous servir à faire communiquer nos imprimantes, nos écrans, le clavier, tous nos appareils ont besoin d'encodage pour communiquer entre eux. Donc l'encodage, c'est juste une liste de règles pour transformer un contenu, une donnée, dans un sens et dans l'autre. Ça a été inventé par un Français d'ailleurs, avec le code Bodo. Et donc ça nous permet de dire que 0110001, ça vaut la lettre A en ASCII. L'ASCII, donc c'est l'encodage le plus courant. Il y a eu d'autres encodages avant l'ASCII, mais donc dans les années 60, en 1963, un consortium américain nous a pondu ce standard qui s'appelle le American Standard Code for Information Interchange. Ça a permis à tous les constructeurs de l'époque de enfin se mettre d'accord, parce que la période avant ASCII, chaque constructeur d'ordinateur ou de mainframe ou de typescripteur pouvait faire son propre encodage et il n'y avait aucune interopérabilité entre les différents systèmes. Donc l'ASCII est aujourd'hui encore la base de tout ce qu'on fait. Les encodages qu'on utilise aujourd'hui sont encore compatibles ASCII parce que c'est vraiment ASCII qui a permis à l'informatique moderne de se développer. Donc l'ASCII à l'époque était composé de 7 bits, donc on avait 127 possibilités pour encoder du texte. Donc ça, c'est la table US ASCII. Ce qu'on appelle communément ASCII aujourd'hui, c'est en fait le standard américain. Et il est surtout composé de 2 colonnes qui sont des caractères de contrôle. Ensuite, on a une colonne avec de la ponctuation, des signes, des caractères spéciaux. On a quelques chiffres, des lettres en majuscules et des lettres en minuscules. On a uniquement l'alphabet américain, comme vous pouvez le constater. Et ça a posé bien sûr un gros problème en Europe et ailleurs, partout dans le monde. Par exemple, en allemand, on ne pouvait pas écrire une tortue. En suédois, on ne pouvait pas écrire santé. Et en français, on ne pouvait même pas écrire éléphant. Forcément, avec seulement 95 lettres qui sont imprimables, on ne va pas bien loin pour encoder du texte dans le monde entier. Donc un peu plus tard, dans les années 70, les premiers CPU 8 bits sont arrivés. Et donc avec 8 bits, on peut ajouter donc 1 bit et encoder 127 caractères de plus. Donc l'idée, c'est que les Européens se sont dit ouais, c'est enfin notre chance, on va pouvoir encoder nos caractères accentués. Et c'est ce que chaque pays a fait. Donc c'est l'arrivée de ISO 8859 et compagnie. Et donc si on veut écrire en arabe, on utilise la version 6, si on veut écrire en grec, on utilise la version 7, etc. etc. Tous ces encodages sont simplement des encodages sur 8 bits et qui se servent donc du bit restant pour encoder plus de lettres que ASCII. Mais ils sont tous compatibles ASCII, parce que c'est très important de rester compatible avec ça. Donc ensuite, Internet arriva. On a commencé à s'échanger nos documents entre pays, entre cultures, de plus en plus et à des échelles de plus en plus importantes. Il y a aussi le problème qu'on veut pouvoir aussi mixer des langues. Donc si je veux écrire un document en russe, mais qui parle de suédois, comme la phrase que j'ai mis là, mais que je ne saurais pas vous lire, il n'y avait pas d'encodage pour ça, il fallait en créer un nouveau. Il y a aussi un autre problème, c'est que deviner l'encodage d'un document, donc un document texte bête et méchant, c'est impossible. Enfin, on peut faire que avec des algorithmes de détection. Donc on peut faire que deviner l'encodage d'un document, parce que le document lui-même ne porte pas son encodage, il contient juste une suite de 1 et de 0. Donc il faut que votre ordinateur, votre logiciel, il sache comment lire cette suite de 1 et de 0. C'est pour ça que parfois on a des caractères
qui s'affichent pas de la façon dont ils ont été écrits. Et donc ça commençait à devenir un peu le bazar. Enfin, Internet, c'est un peu l'arrivée du Mojibek. C'est l'âge d'or du Mojibek, comme j'aime bien l'appeler. Le Mojibek, c'est simplement quand on affiche du texte avec le mauvais encodage. Donc le A avec le copyright, je pense que vous l'avez vu plein de fois si vous faites du web depuis quelques années. C'est quand on affiche par exemple du texte en UTF-8 avec l'encodage ISO 88591, ce qui arrive assez fréquemment. Donc si vous voulez voir du Mojibek, une bonne solution, c'est de soumettre une conférence avec un emoji dans le titre. Désolé les organisateurs. Ça c'était ma soumission au forum PHP. Ça c'est le programme du Blend. Et ça c'est un mail que j'ai échangé avec le Blend. Il y en a partout du Mojibek. Bisous. Donc l'encodage, c'est encore difficile. On est en 2016 et c'est pas encore quelque chose qui est complètement maîtrisé sur toute la chaîne web. Et c'est un problème. Donc tous ces encodages 8 bits, ils étaient bien marrants, mais ils sont encore très limités. Ils permettent pas de mélanger donc, les différentes cultures. Et il y en a trop, et c'est compliqué à deviner, etc. Donc dans les années 90, ça a été publié un nouveau standard qui s'appelle le standard Unicode. C'était avant la PlayStation, avant le HTML, avant les Pokémon. C'est très important de le préciser. C'est l'encodage qui va permettre d'encoder l'intégralité du langage humain et de fixer tous ces problèmes de Mojibek et de devinage de l'encodage, etc. Donc Unicode 1, le but c'était donc de résoudre tous ces problèmes d'encodage pour le monde entier. Ils sont partis sur 16 bits pour encoder l'intégralité du langage humain, donc ça fait 65 000 code points. On peut donc créer 65 000 caractères. Chaque caractère était donc encodé sur 2 octets. C'est l'encodage qu'on appelle UCS. Et ça a été adopté tout de suite par l'industrie. Donc JavaScript est sauté dessus, le C aussi, Java, et tous les constructeurs d'ordinateurs et de téléscripteurs et compagnie ont tous adopté Unicode dès la version 1, parce que c'était un game changer, ça a sauvé le monde, hein, on peut le dire. Seulement, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop petit, 65 000 caractères. Allez, 3 ans plus tard, ils avaient déjà explosé le nombre de code points. Parce que si on fait le tour vraiment du monde entier, on va trouver beaucoup plus de culture et beaucoup plus de langues et d'écriture que ce qu'ils avaient imaginé. Rien qu'en chinois, on a le chinois traditionnel et le chinois courant. Après, il y a l'hébreu. Ils veulent aussi ajouter les langues qui sont plus forcément parlées aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, ils sont en train d'ajouter les hiéroglyphes parce que ça a un intérêt phénoménal pour l'éducation, tout simplement. Et donc voilà, aujourd'hui, on utilise Unicode 2, donc ce qui a été changé en Unicode 2. Mais la version Unicode 1, il ne faut plus l'utiliser. C'était un peu une catastrophe. Donc Unicode maintenant ne parle plus en caractères, mais parle en code points. Et donc quand on parle d'Unicode, en fait, on parle uniquement du catalogue de caractères. Quand on parle d'UTF, on parle de la façon dont il est encodé. Donc les UTF-8, UTF-16 et compagnie, c'est l'encodage des code points du catalogue Unicode. Il y a 3 UTF principaux. UTF-8, vous le connaissez, c'est celui qu'on utilise en Europe. C'est celui qui est utilisé partout par défaut, sur Linux, etc. Il est compatible ASCII, c'est une de ses grandes forces. C'est-à-dire que tous les caractères qui étaient déjà dans la table ASCII sont encodés sur un octet, et donc on retrouve la même suite de 1 et de 0 dans nos fichiers pour les caractères de la table ASCII quand on utilise UTF-8. C'est un super avantage. Pour tout ce qui sortira de la table ASCII, on va utiliser 2 octets, puis 3, puis 4, en fonction de la position du caractère dans la table Unicode. UTF-16, son encodage est différent. Il utilise donc 16 bits, mais seulement pour les 65 000 premiers caractères, donc ce qu'on appelle la BMP. Son avantage, donc, c'est d'être compatible Unicode 1, qui lui aussi utilisait 16 bits. Par contre, pour les caractères qui sont en dehors de la BMP,
ça utilise deux paires d'octets. Et UTF-32, personne ne l'utilise. Il utilise 16 bits pour chaque caractère. Vous pouvez l'oublier. Donc pour reprendre le titre de ma conférence, comment on compte la longueur du texte? On sait que le texte est donc une suite d'octets. Et en fonction de l'encodage de cette suite d'octets, ça veut dire un caractère ou un autre. Il faut aussi savoir que certains caractères peuvent être composés, notamment avec Unicode. Donc on peut par exemple avoir la lettre E qui est sur notre clavier, mais on peut aussi l'afficher en utilisant la lettre E et le caractère de composition accent. Donc ça, c'est deux code points Unicode, mais qui vont faire une seule lettre. Du coup, est-ce qu'on compte en code point? Est-ce qu'on va compter en octet? Est-ce qu'on va compter en graphème? C'est compliqué. Donc si on prend par exemple la lettre le dans l'eau, c'est le code point Unicode 152, en UTF-8, il faut 2 octets pour la stocker. J'espère que vous voyez. Donc là, j'ai des fonctions pour compter donc, la longueur d'une chaîne de caractères en PHP, en JavaScript et en Python. strlen en PHP donc, me retourne 2 pour le premier exemple, avec le dans l'eau. Ça correspond en fait au nombre d'octets, bêtement et méchamment. Si on utilise la fonction mb-strlen, multibyte strlen, c'est la fonction en gros qui connaît Unicode dans PHP, on a bien 1, parce qu'on n'a bien qu'un seul caractère. En JavaScript, length nous retourne 1, donc ça a l'air d'aller, et en Python, on a le même comportement qu'en PHP. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de compter la taille d'une pizza? Une pizza, c'est un caractère Unicode, c'est un emoji. Ils ont été ajoutés en 2010 dans le standard, donc c'est un caractère comme un autre. strlen va me remonter 4 en PHP, parce qu'on utilise 4 octets en UTF-8. mb-strlen remonte bien 1. Par contre, JavaScript remonte 2. Alors, il avait juste tout à l'heure, mais maintenant, il a tort. Ou alors, il y a plus de pizza en JavaScript qu'en PHP. Et Python se comporte toujours comme PHP. Donc, en fait, le problème, c'est que JavaScript est resté sur le standard en 16 bits. Parce qu'ils ont adopté Unicode 1 très tôt. Et c'était plus facile de passer en UTF-16 que de réécrire tous les littérales du langage. Donc en fait, en JavaScript, ma part de pizza, elle est sur 32 bits. Donc 2 paires d'octets UTF-16. Je vais terminer avec quelques conseils, quelques règles pour faire une application Unicode ready. La première, c'est l'inclusion. Ici, j'ai un tweet d'un gars qui a juste voulu s'inscrire sur un site gouvernemental australien. Et en gros, ça lui dit que son nom de famille n'est pas valide. J'adore parce que l'exemple qu'il fournit, c'est Smith, genre le nom qui est le plus neutre du monde. Votre responsabilité d'artisan du web, c'est d'être inclusif et de ne pas limiter sur ce que vos utilisateurs pourraient saisir. Parce que vous ne pouvez pas faire d'assumption sur ce qui est valide ou ce qui n'est pas dans un nom de famille. Combien de temps C'est mort? Ok. Faites attention à la normalisation. Il existe des fonctions, des outils pour normaliser. Donc pour s'assurer par exemple qu'une lettre composée, vous êtes capable de la comparer avec une lettre qui n'est pas composée. Il faut faire attention aux homoglyphes. Il y a certains caractères qui ressemblent à d'autres dans Unicode, parce qu'on est sur 260 000 code points. Et forcément, par exemple, la lettre K, on peut aussi l'avoir comme étant le signe Kelvin, le signe mathématique. C'est un homoglyphe. Quelqu'un pourrait s'inscrire avec Kevin avec un vrai K, ou Kevin avec le Kelvin sign. Il faut faire attention à ça. GitHub ne faisait pas attention à ça, par exemple. Ils se sont fait attaquer en 2016. On pouvait resetter le mot de passe d'un autre compte en créant un autre email qui ressemblait visuellement, mais pas
strictement à l'email de notre cible. Autre chose, il faut faire attention dans MySQL au char7. Le char7 UTF-8 ne permet pas de stocker tout UTF-8. Il est très très mal nommé. Il va seulement stocker les trois premiers octets et couper tout le reste. Du coup, une part de pizza dans MySQL en char7 UTF-8, ça rentre pas. Utilisez UTF-8 MB4. Et voilà, j'ai fini. Forcez la connexion sur vos, forcez le char7 sur vos connexions MySQL. Forcez l'encodage de tous les fichiers de votre projet. Investissez plus de temps sur Unicode, faites de la veille dessus, c'est important. Et voilà, c'est tout. Merci.